l'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose pour nuire au Mali. Effectivement, hier, j'ai fait un bref communiqué dont les objectifs étaient très clairs. Je crois que tout le monde a compris, mais il y a certains qui ont demandé à mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a eu beaucoup de communiqués, mais c'est juste des communiqués de caractère politique pour soutenir l'État malien, d'autres se sont tus. Je voudrais expliquer davantage que les relations entre le Mali et l'Algérie, et le Mali, l'Algérie et les pays de l'AES, pour mieux l'appréhender, il faut convoquer l'histoire, la géopolitique, la politique, la stratégie et un peu de géographie. En réalité, quand vous convoquez l'histoire, au moment de la pénétration coloniale, dans les années 1890, quand vous regardez au moment où les colons ont pénétré notre territoire, ils se sont opposés à une farouche opposition de l'ensemble des groupes ethniques. Les Bamana, les Sénoufos, les Peuls, les Songhoués, les Touaregs, les Arabes. Mais là-dedans, il y a une ethnie, il y a les localités de Kidal. Les Français, comme leur politique s'est toujours divisée pour régner, ont fait une convention avec eux pour dire que c'est la convention du 15 septembre 1907. Ça s'appelle la convention de Bourem, qui est ordonnée par un militaire français qui a écrit et l'a adopté. Parce qu'il se trouve que les populations de Kidal étaient sous la domination spirituellement des Kunta et militairement des Oulimeden. Donc pour avoir une sorte d'autonomie et sortir de cette domination, ils ont conclu un accord avec l'État français à travers le militaire La Verdure, qui dit, comme je vous l'ai répété, l'Adra des Ifogas appartient désormais aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'installer. Donc tout le monde a participé à la résistance à la pénétration coloniale, sauf ceux qui ont signé cet accord avec la France. Donc diviser pour régner, trahir, ça c'est le credo du colonisateur. Ça c'est l'histoire. Maintenant, à la même période, lorsque on s'est approché des indépendances, qu'est-ce que les Français ont fait? Dans le sud de l'Algérie, il y a ce qu'on appelle le Hogar. Les Français ont créé des milices avec des chefs qu'ils ont armés. Ils ont leurs cousins au Mali, qui étaient les Ifogas, majoritairement il y a beaucoup de populations de Kidal. Et les milices Hogar, les Français les ont utilisées d'ailleurs pour combattre le FLN, le Front de Libération Nationale d'Algérie. Mais à cette période, le Mali avait une position très claire. Je ne reviens pas tout ce qui a été fait, ça a été suffisamment dit pour ne pas insister là-dessus. En ce qui concerne l'aide du Mali à l'Algérie dans la lutte d'indépendance, c'est assez documenté. La deuxième étape, lorsque l'indépendance s'est imposée, vous savez, les populations du Nord, il faut connaître un peu leur mentalité, la zone Touareg. Il y a une certaine liberté spatiale. C'est difficile de les unir et de les orienter comme dans une administration verticale, ça ne marche pas chez eux. Parce que historiquement, eux-mêmes, ils sont divisés en des petits groupes à cause des... Chacun a son petit territoire. Ça, c'est leur nature. Donc, les populations de Kidal, naturellement, certains voulaient avoir la même liberté. Modibo Keïta a dit, on est allé à l'indépendance, maintenant tous les citoyens doivent traiter de la même manière. C'est l'une des raisons, je ne dis pas tout, de la première révolte. Parce qu'il y avait des règles qui ont été établies, protéger l'environnement, payer les droits des taxes aux goumiers à l'État, ainsi de suite. Les populations du nord de cette partie n'étaient pas habituées à ce type de contraintes.
Mais il y a le feu que le colonisateur a mis là-dedans. On voulait faire une révolte. Donc la première sécession est partie de l'on soutenir en douce. Le président Modibo Keïta avec l'armée malienne ont pris leurs responsabilités. Je ne reviens pas à tout ce qui s'est passé. On a pris les responsabilités, on a rétabli la paix. Mais beaucoup oublient que cette paix-là, elle a été obtenue grâce au soutien de l'Algérie et du Maroc. Parce que les chefs de la rébellion à Kidal, parce que je rappelle qu'aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'y a pas une zone de repli. Si l'Algérie n'était pas dans le jeu de la France en ce moment, le chef de la rébellion, l'Algérie l'a donné au président Modibo Keïta. Celui qui s'est réfugié au Maroc aussi, le roi du Maroc l'a donné. Et l'armée a fait son travail et on a mis fin à une première rébellion. D'ailleurs, lorsque le régime a changé, des engagements ont été pris face au gouvernement malien dirigé par Moussa Traoré pour dire qu'il n'y aura plus de rébellion au nord. C'est ainsi que le chef de la rébellion, qui était en prison ici à Bamako, a été libéré, les deux. Celui que le Maroc a arrêté, celui que l'Algérie a arrêté. Et des engagements ont été pris vis-à-vis du gouvernement malien qu'il n'y aura plus de rébellion. Donc ceux du centre, celui qui s'est réfugié au Maroc, effectivement il n'y a plus de rébellion ouvertement. Ceux du nord aussi, pendant des années, il n'y a pas eu de rébellion. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, les relations historiques évoluent. Le nord du Mali, pour ceux qui lisent les écrits des premiers administrateurs de la République du Mali, notamment le gouverneur de Gao, Bakara Diallo, ses premières missions dans le nord, c'était très clairement écrit que le nord regorge d'énormes richesses, que pendant des années encore, l'État malien va administrer le nord à perte. Parce que l'ensemble des impôts collectés dans cette partie ne permet même pas de payer les salaires. Donc c'est le Sud qui a subventionné l'administration au nord. Mais le Mali sait que dans l'histoire, dans le temps, le nord regorge d'énormes ressources. En fait, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lorsque les ressources naturelles ont commencé à être utilisées par certains États, on est allé vers les années 1990, 89, 91. Au moment où la France préparait une nouvelle division du Mali, ils se sont appuyés exactement sur une partie des populations du Nord qui avaient émigré dans les années 70 avec la grande sécheresse en Libye pour fomenter une nouvelle rébellion. Bien sûr, vous savez, dès que les problèmes ethniques ou religieux arrivent, les gens soutiennent. En tout cas, l'État a pu maîtriser en sa façon cette rébellion. La preuve, c'est qu'au coup d'État du 26 mars, tous les leaders de la rébellion étaient à Bamako. Ils n'étaient pas dans la nature, parce que quand on a signé les accords de Tamaracet, qui ont été adoptés, beaucoup racontent qu'on a dégarni le nord, ce n'est pas vrai du tout. Au moment où l'armée voulait occuper le nord, il a multiplié les postes militaires. Mais lorsque la situation a été maîtrisée, dans les accords de Tamaracet, c'est écrit qu'une partie de ces postes seront libérés. Mais les postes essentiels qui étaient là n'ont jamais été libérés. Donc ceux qui disent au Mali qu'on a dégarni le nord, c'est du faux. Ils racontent ça à ceux qui ne comprennent pas. Donc quand, je dis bien quand les accords de Tamaracet ont été signés, il y a une sorte d'accalmie. Et tous les dirigeants de la rébellion, y compris Yad Agali, ils étaient à Bamako le 26 mars pour négocier comment établir la paix définitivement. Bon, vous avez suivi le reste, il y a eu des événements, après il y a eu beaucoup de discours démagogiques, on a dit que la rébellion c'était une composante du mouvement démocratique, les rebelles étaient même des démocrates en armes, bon, en oubliant que le premier acte du mouvement d'indépendance de 1989, le mouvement populaire de l'Azawad, c'était un acte terroriste. Ils sont allés à Tindermen, le chef d'arrondissement il a été égorgé, son épouse a été égorgée, qui était enceinte, les gardes ont été égorgés, les prisonniers ont été égorgés. Donc des actes terroristes. Donc la rébellion a commencé chez nous par des actes terroristes. Bon, il s'est trouvé au Mali, des gens pour la démagogie en politique disent que bon, c'est des démocrates en armes, ainsi de suite. Je ne suis pas sur ça. En un mot, après 91, tout ce que l'État malien a fait
On a passé par perte de profit pour faire une nouvelle narration. Et la rébellion a pris naturellement. Finalement, on a signé le pacte national du 12 avril, où on est venu nous dire que les rebelles, leur nombre à intégrer, c'était 3600. Alors qu'en 1991, sur la table du président, on a dit qu'ils étaient 250. Je passe sur tout ça. Maintenant, dans les années 90, vous savez que les objectifs stratégiques des États changent. Les gouvernements algériens, c'était devenu de plus en plus clair pour ceux qui analysent que dans le jeu, dans le grand échiquier, le grand jeu qui se faisait au nord, ils avaient une main là-dedans. Et les dirigeants pensaient que, en distribuant par exemple les blocs pétroliers, en donnant certains blocs à l'Algérie, ça va calmer les choses. Mais ils n'ont rien compris. Quand les gens ont une conviction, la corruption, là, le fait de donner des facilités aux gens, c'est purement temporaire. On a donné des blocs au Mali, au Niger aussi on en a donné. Mais en réalité, quand vous faites une analyse stratégique, le gouvernement algérien n'avait pas intérêt à les exploiter. Il voulait prendre ces blocs-là juste pour les garder, pour plusieurs décennies après. Mais continuer à avoir une influence dans la sous-région. Ce qui fait que maintenant les populations de Kidal, pratiquement la plupart ont des passeports algériens, sont devenus des amis de l'Algérie. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes populations. C'est comme au sud du Mali. Le sud du Mali et le nord de la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes personnes. Donc le sud de l'Algérie et le nord du Mali, c'est à peu près les mêmes personnes. Donc on a fait cet amalgame-là pour des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Sinon, pendant la rébellion, les Maliens qui étaient immigrés là-bas, mais ils étaient traités comme des immigrés. En un mot, il y avait des intérêts et des objectifs géostratégiques de l'Algérie qui étaient différents du discours ambiant qui était livré. Et au sein de l'Union africaine, vous savez que l'Algérie était considérée comme un leader à cause de ses positions nationalistes. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué au fur et à mesure? Les gouvernements algériens souffrent le chaud et le froid. Pendant qu'il y a un discours lénifiant pour endormir les autorités maliennes, les analystes comprennent que tous les mouvements de rébellion, l'État algérien avait sa main là-dedans. Ça s'est apparu au grand jour, au fur et à mesure que l'État malien prenait ses responsabilités, prenait l'intégrité du territoire comme une donnée permanente de sa politique. Donc, vous aurez remarqué qu'au début de la transition, l'Algérie a apparu comme un soutien de l'État malien. Moi, je l'ai expérimenté quand je suis venu de New York le 25 septembre 2021. Le président algérien a dépêché son ministre des Affaires étrangères, spécialement par avion, venir au Mali et de l'aéroport venir dans mon bureau me féliciter pour avoir eu le courage de dénoncer le double jeu de la France. On s'est dit beaucoup de choses. C'est ce jour-là d'ailleurs qu'on a sorti la fameuse phrase que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il est reparti, on était tous très ravis. Mais au-dessus de ces discours-là, en dessous en réalité, il y avait des jeux que nous comprenions, parce que lorsque la France a influencé la CEDEAO pour nous imposer un agenda de transition, mais l'Algérie s'est associée à eux indirectement en partant à l'OIA, à l'Union africaine, nous fixer un agenda de 16 mois, comme si nous on veut quitter la vassalisation de la France pour rentrer dans la vassalisation de l'Algérie. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça qu'on travaille entre frères. Et depuis, les relations n'ont cessé de se dégrader. Parce qu'on a refusé la vassalisation. Dans mes discours, vous entendez souvent, je dis, le Mali n'acceptera jamais d'être un vassal de quelqu'un. En ce moment, en réalité, c'était ce discours-là que je tenais, c'est pour que nos frères algériens comprennent. Parce que moi, je considère encore, et pour toujours d'ailleurs, que l'Algérie, c'est un pays frère. La météo politique, les intérêts qui se jouent là, ça va et ça revient. Et regardez les problèmes entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit. Il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats.
Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie, et c'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Sinon, l'écrivain franco-algérien qui est arrêté, mais ils n'ont pas pu l'aller avec lui. Or, c'était ça l'objet de la bagarre. Quand il a donné une interview dans la presse de droite française pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartenait au Maroc, ça, je crois que c'était... Ça, c'est mon avis d'homme politique. Je crois que c'est une maladresse. Ce n'était pas la peine de dire ça. Au moment où on est dans cette guerre géopolitique, c'est une façon de fragiliser l'Algérie. Mais on ne dit pas ça aux gens. On dit seulement qu'il y a un penseur, un écrivain qui a été arrêté à cause de ses opinions, alors qu'en réalité, c'est une prise de position aujourd'hui contre l'Algérie. Bon, ce monsieur-là, les Français n'ont pas obtenu sa libération. Or, c'est ce qui était à la base de la brouille. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils ont conclu un accord géostratégique avec l'Algérie sur la sécurité au Sahel. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, tout le reste, là, les visas, les ceci, c'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se bagarrer pour ça, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut parler de la sécurité au Sahel sans les pays de l'AES? Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai parlé hier d'une alliance impie. L'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose, pour nuire au Mali. Dans un contexte régional de plus en plus tendu, les propos de Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre de la transition malienne, résonnent comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà lourd de nuages diplomatiques. L'incident du drone malien, abattu par l'Algérie sur le territoire malien, a ravivé des tensions anciennes entre les deux pays voisins. Maïga, dans son style direct et empreint d'un nationalisme assumé, n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il considère comme une violation de la souveraineté nationale malienne. À travers ses propos, il ne se contente pas de commenter un fait militaire. Il s'attaque frontalement à l'attitude algérienne, à l'ambiguïté de sa politique régionale et, de façon sous-jacente, à l'ingérence persistante d'intérêts étrangers dans la gestion des crises sahéliennes. Il faut d'abord s'attarder sur le ton employé par Choguel Maïga. Fidèle à lui-même, il adopte une posture de résistance et d'affirmation de la souveraineté nationale. Il dénonce un acte hostile, un affront, un message politique déguisé sous des allures de réaction militaire. En cela, il s'inscrit dans une tradition de discours souverainiste propre au régime de transition au Mali depuis le coup d'État de 2020. Pour Maïga, cet incident ne saurait être interprété comme une simple méprise technique ou un acte isolé. Il le lit comme un geste délibéré, révélateur de la volonté algérienne de rappeler au Mali les limites implicites de sa politique sécuritaire dans la zone sahélienne, notamment dans les régions frontalières du Nord. La gravité de cette accusation est d'autant plus grande qu'elle s'insère dans une toile de fond diplomatique particulièrement tendue. L'Algérie, qui s'était imposée comme médiatrice principale dans le processus de paix entre Bamako et les groupes armés du Nord à travers les accords d'Alger de 2015, voit aujourd'hui son rôle remis en question. Les autorités maliennes actuelles, appuyées par une opinion publique de plus en plus critique à l'égard de ces accords, perçoivent la posture algérienne comme biaisée, sinon carrément complice d'une dynamique de partition de facto du territoire. Dans ce contexte, les propos de Choguel Maïga ne relèvent pas seulement de la colère diplomatique. Ils traduisent une rupture profonde dans la confiance entre les deux pays. Il convient aussi d'analyser le choix du moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce regain de virulence dans le discours malien vis-à-vis d'un pays longtemps considéré comme un allié stratégique? Une partie de la réponse réside dans la recomposition géopolitique en cours au Sahel. Le retrait des forces françaises, la montée en puissance des partenariats avec la Russie et la Chine, l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, AES, tout cela redéfinit les équilibres. Le Mali, dans cette configuration, cherche à affirmer une autonomie stratégique. L'incident du drone, qu'il soit accidentel ou intentionnel, offre un prétexte idéal pour resserrer les rangs autour d'un discours de défense nationale qui a provoqué un clash avec l'Algérie. Choguel Maïga, en prenant la parole, ne représente pas seulement un courant d'opinion interne au Mali, il incarne aussi une ligne politique désormais dominante au sommet de l'État, celle d'une méfiance vis-à-vis des médiations extérieures, d'une volonté de contrôler la totalité du territoire national sans interférence et d'un rejet de toute tutelle, même masquée. C'est dans cette logique que ces propos doivent être compris. Il ne parle pas en technocrate, mais en idéologue d'une souveraineté reconquise. Pour lui,
La sécurité du Mali ne se négocie pas à travers des tables rondes à Alger ou à Paris, mais s'impose par la force sur le terrain. Il faut également mettre en lumière la posture algérienne dans cette affaire. L'Algérie, tout en revendiquant son rôle de stabilisateur régional, se retrouve de plus en plus critiquée pour son attitude ambivalente. D'un côté, elle prône la paix et la réconciliation. De l'autre, elle entretient des liens étroits avec certains groupes armés touaregs et maintient une pression diplomatique constante sur Bamako pour le respect des accords d'Alger. L'abattage d'un drone malien sur le sol malien par des moyens militaires algériens ne peut, dans cette configuration, qu'apparaître comme un geste hostile, voire comme une menace voilée. Choguel Maïga, en pointant du doigt cette contradiction, vise à révéler ce qu'il considère comme un double jeu. Mais une lecture critique impose aussi de s'interroger sur la part de responsabilité du Mali dans cette montée des tensions. Si le survol du drone était perçu comme une provocation ou comme une menace par l'Algérie, cela signifie qu'il existe un déficit de communication ou une rupture de la chaîne diplomatique entre les deux États. Dans un espace aussi sensible que le nord du Mali, où opèrent des groupes armés, des milices d'autodéfense, des forces étatiques et non étatiques, le moindre geste militaire peut être interprété comme une escalade. Dans ce contexte, la question qui se pose est celle du dialogue. Que reste-t-il du canal diplomatique entre Bamako et Alger? Choguel Maïga, en dramatisant l'événement, n'est-il pas à fermer davantage les portes d'une désescalade? Enfin, on ne peut passer sous silence la dimension émotionnelle et nationaliste du discours. Le Mali, depuis plusieurs années, se vit comme une nation assiégée, trahie par ses anciens partenaires, abandonnée par des institutions internationales jugées inefficaces. Le récit d'une souveraineté bafouée est devenu un levier politique puissant. En cela, les propos de Choguel Maïga s'inscrivent dans une stratégie de mobilisation populaire. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'Algérie, mais de rassembler autour d'un sentiment national, celui d'un peuple qui reprend le contrôle de son destin. Or, ce type de discours, s'il est efficace politiquement, comporte aussi des risques. Il polarise, il durcit les positions, il limite les marges de manœuvre diplomatique. Dans la continuité de ce discours souverainiste, Choguel Maïga semble vouloir redéfinir les rapports du Mali non seulement avec l'Algérie, mais avec l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux impliqués dans la crise sahélienne. Il ne s'agit plus pour lui de s'en remettre à des arbitrages extérieurs, mais bien de construire une dynamique propre au Mali, en dehors des sentiers balisés par les puissances tutélaires du passé. Ce positionnement, bien que courageux pour certains, est jugé dangereux par d'autres qui estiment qu'une telle stratégie d'isolement pourrait aggraver l'instabilité déjà chronique du pays. Mais Choguel Maïga ne semble pas s'en inquiéter. Pour lui, il vaut mieux être seul et libre que dépendant et trahi. Il est pourtant essentiel de rappeler que la politique n'est pas qu'une affaire de fierté ou de symbole. Elle est aussi faite de compromis, de diplomatie, de rapports de force intelligemment négociés. À ce titre, l'attitude de rupture adoptée par les autorités maliennes pourrait bien se retourner contre elle si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie régionale cohérente. S'aliéner l'Algérie, acteur incontournable du dossier malien, c'est risquer de voir se refermer certaines portes essentielles, notamment dans le cadre des négociations avec les groupes armés du Nord qui, pour beaucoup, entretiennent des relations étroites avec Alger. Cela revient aussi à fragiliser l'équilibre d'un espace sahélo-saharien déjà traversé par une multitude de conflits latents. D'un point de vue objectif, l'affaire du drone ne peut être dissociée de la dynamique plus large des rapports de force dans la région. Ce n'est pas tant le drone lui-même que ce qu'il symbolise qui cristallise les tensions. D'un côté, le Mali cherche à montrer qu'il maîtrise désormais son espace aérien, qu'il est capable de mener ses propres opérations sans supervision étrangère. De l'autre, l'Algérie semble vouloir rappeler que sa frontière sud reste une ligne rouge, que tout mouvement militaire non coordonné dans cette zone est susceptible d'être perçu comme une menace. C'est donc bien une guerre des symboles, plus que des armes, qui se joue à travers cet incident. Dans ce jeu complexe, les propos de Choguel Maïga viennent ajouter une couche supplémentaire de défiance. Ils accusent sans nuance, mettent en cause un voisin sans laisser place au doute ou à la nuance. Une telle posture, si elle flatte les instincts patriotiques d'une partie de la population malienne, peut en revanche être perçue comme un acte d'irresponsabilité par la communauté diplomatique. Car accuser un pays de tirer sur un drone national, sans en présenter immédiatement les preuves techniques ou les éléments juridiques qui confirment l'illégalité de l'acte, c'est jouer avec le feu. Et dans une région aussi inflammable que le Sahel, chaque mot compte, chaque déclaration a le pouvoir d'embraser ou d'apaiser. Il faut aussi s'interroger sur les motivations profondes de ce discours. Choguel Maïga, en tant qu'ancien Premier ministre de la Transition, reste un homme politique soucieux de son image.
Dans un contexte où le Mali s'enfonce dans une transition militaire prolongée, où les échéances électorales restent floues, il est crucial pour les figures de proue du régime de maintenir un certain niveau de légitimité populaire. Le discours anti-Algérie, à l'instar du discours anti-France ou anti-ONU, répond à ce besoin de désigner un ennemi extérieur. Il permet de détourner l'attention des difficultés internes, crise économique, insécurité persistante, tensions sociales. C'est une stratégie classique, mais dont l'efficacité à long terme reste sujette à caution. Il convient par ailleurs de replacer ce discours dans une temporalité plus large. Choguel Maïga ne parle pas dans le vide. Il s'exprime après plusieurs mois d'incidents, de tensions, de crispations entre Bamako et Alger. Il s'exprime aussi dans un moment où l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali est l'un des piliers, prend de plus en plus ses distances avec les anciennes structures de coopération régionale, notamment la CEDEAO et le G5 Sahel. Dans cette dynamique de réorganisation géopolitique, l'Algérie peut apparaître, aux yeux des autorités maliennes, comme un obstacle à la consolidation de cette nouvelle alliance. Le discours de Maïga devient alors un outil de positionnement stratégique. Il trace une ligne de démarcation claire entre ceux qui soutiennent la nouvelle architecture sahélienne et ceux qui lui font obstacle. Mais cette logique binaire est-elle tenable? Peut-on vraiment diviser les pays de la région entre alliés et adversaires, entre amis du peuple malien et complices de ses ennemis? Une telle vision manichéenne ne risque-t-elle pas de priver le Mali d'alliés précieux dans une lutte qui nécessite, au contraire, le plus large consensus possible? C'est là une question fondamentale que le discours de Choguel Maïga ne semble pas prendre en compte. En désignant l'Algérie comme une menace potentielle, il ferme une porte qui aurait pu être utilisée pour négocier, pour construire un nouvel équilibre, pour éviter que le Sahel ne devienne un théâtre de confrontation permanente entre États aux intérêts divergents. Enfin, on ne peut éluder la portée internationale de ce discours. En prenant position de manière aussi tranchée, Choguel Maïga envoie un message clair aux autres puissances. Le Mali ne transige plus avec sa souveraineté. C'est un signal à la Russie, partenaire stratégique du moment, mais aussi à la Chine, à la Turquie, à tous ceux qui observent avec intérêt les recompositions en cours au Sahel. Le Mali se positionne comme un État résilié, debout, prêt à affronter les défis de sa reconstruction sans tutelle ni interférence. Ce discours, s'il séduit certains partenaires émergents, risque en revanche de compliquer davantage les relations avec les puissances traditionnelles et d'isoler encore plus le pays sur la scène internationale.